Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon public et aujourd'hui on va parler de la Casa de Papel. Alors la Casa de Papel, cette série qui a fait vraiment fureur il y a quelques mois, ben moi je l'ai prise un peu en retard, un peu à contre-temps, à contre-pied. Je l'ai prise beaucoup de temps après, j'ai commencé en avril, j'ai terminé il y a une semaine de cela et vous savez, comme d'habitude, j'aime bien prendre un peu de recul avant de livrer un peu mon ressenti sur une série ou un film. Et donc, mon premier sentiment après la fin de la série, c'est que j'ai beaucoup aimé, mais que j'ai eu du mal à me mettre dedans. Comme d'habitude, c'est un peu mon problème, c'est que j'ai énormément de mal à me mettre dans les séries. Et dans celle-là, ben, j'ai eu du mal parce que on va pas se le cacher, les premiers épisodes sont, je sais pas, sont lents à se mettre en place, un peu chiants. Et notamment les premiers épisodes où tout commence à se mettre en place. Mais une fois que tout est en place, c'est assez, enfin c'est super intéressant. Donc la Casa de Papel, c'est une série donc qui parle d'un braquage de la Maison de la Monnaie à Madrid en Espagne. Et donc qui a été préparé pendant plusieurs mois par une équipe de braqueurs. Et donc tout ça, c'est la mise en place en fait du plan pour braquer la Maison de la Monnaie. En quelque sorte. Et en gros, la série c'est ça, c'est savoir comment ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont devenir riches, est-ce que comment ils ont organisé, si tout s'est passé comme ils l'avaient prévu. Et voilà, donc ça c'est le speech en gros de la série. Et on va parler des personnages et notamment de deux qui m'ont, et de trois plutôt, qui m'ont marqué. Bon déjà, alors la série, enfin la narration est faite par le personnage de Tokyo, qui est la femme, une des femmes de l'équipe de braquage. Et en fait, c'est pas forcément par sa vision, parce que c'est pas, on s'arrête pas qu'à son point de vue du braquage. Mais c'est elle qui va narrer un peu au début, au milieu et à la fin de chaque épisode, dire à ce moment-là, le professeur, nanana, à ce moment-là, il ne pensait pas qu'il y aurait ça, à ce moment-là, nanana. Donc on a les ressentiments d'un personnage, et d'un seul et unique personnage, un seul point de vue. Donc sur les deux saisons c'est le même, c'est Tokyo qui donne à chaque fois son point de vue, mais c'est très rare et c'est qu'à des moments spécifique. Mais en fait je ne sais pas si c'est, je sais pas en fait pourquoi elle et pourquoi pas les autres en fait. D'une part, ça aurait été peut-être plus logique que ça soit le professeur, vu que c'est lui qui a planifié le braquage. Mais ouais, c'est Tokyo qui donne la narration tout au long de la série et c'est plutôt sympa. Ensuite, justement, le personnage du professeur qui est vraiment, je pense, le plus intéressant avec Berlin. Qui est un personnage qu'on découvre au fur et à mesure de la série, mais dont au final on ne sait pas grand chose. Et son plan machiavélique va partir un peu en steak à cause d'éléments imprévus. Et donc c'est vraiment un des personnages qui a vraiment marqué la série, c'est donc ce professeur. Et aussi donc son frère Berlin, qui est un espèce de psychopathe narcissique, psychorigide. Mais en fait, ce personnage, malgré tous ses défauts, malgré le fait que ça soit un gros bâtard en fait dans la série, on s'y attache énormément en fait. Et c'est assez étrange parce que c'est un personnage auquel on peut pas vraiment s'identifier si on est quelqu'un de normal, on va dire, de sympa et tout. Mais c'est vraiment un gros bâtard et en fait, ouais, la plupart des gens aiment ce personnage parce qu'on s'identifie à lui. Et en fait, on apprend dans la série que, bon, il y a un élément qui fait que il n'a plus rien à perdre après ce braquage, ou pour ce braquage, il n'a plus rien à perdre. Donc ouais, c'est un personnage vachement intéressant. Donc ces deux personnages sont vachement intéressants. Après il y en a d'autres, mais je pense pas que ça soit forcément les plus intéressants. Il y a Moscow et Denver qui sont père-fils, avec une relation père-fils qui a essayé assez étoffée, notamment à la fin de la saison 2. Il y a Rio qui
C'est un peu le petit enfant du groupe, quoi. Et il y a les deux, Oslo et je sais plus comment il s'appelle l'autre. Qui, ouais, c'est les deux gros bourrins du groupe. Enfin bref, il y a les autres personnages, je pense pas qu'il faille plus s'y attarder dessus. Ils sont très bien joués, ils sont très bien. Ils sont très bien. Mais je pense pas que ça vaille le fait qu'on s'attarde dessus. Et donc, quel est donc mon ressenti après tout ça? Donc on va rentrer dans une partie spoiler à partir de maintenant. Donc, j'ai fini la saison 2 il y a quelques jours. Tout le monde s'échappe. Enfin, tout le monde. Moscou meurt quelques heures avant qu'il s'échappe. Berlin meurt quelques minutes avant qu'il s'échappe. Au final, il y a 3 morts, du coup. Il y a Oslo, Moscou et Berlin. Oslo était mort un peu depuis le dé. Enfin, c'est son frère qui l'a tué. Enfin, qui l'a achevé pour abréger ses souffrances parce qu'il était dans un état végétatif. Ça, c'est dans la première saison, il me semble encore, ou dans la deuxième. Ensuite, Moscou, ben, en couvrant le retour de Tokyo à moto, ben, se prend 3 balles dans le bide et ben, il meurt une douzaine d'heures plus tard. Et Berlin va mourir, va se sacrifier en quelque sorte, et afin de protéger l'entrée du tunnel. L'entrée du tunnel bouché du coup, hein, l'entrée du tunnel vers le hangar du professeur. Et va se sacrifier en quelque sorte pour son frère. Il n'avait plus rien à perdre parce qu'il ne restait plus que quelques mois à vivre. Donc pour lui, c'était une mort digne. Il le dit même, je vais traduire ce qu'il a dit. C'est une série en espagnol. Vous savez que je suis hispanophone. Chez moi on parle espagnol. Du coup bon, j'ai pas de problème avec l'espagnol. Mais regardez-la en espagnol quand même, ne la regardez pas en français, faites pas ce massacre quand même, c'est une série espagnole, regardez-la en espagnol avec les sous-titres français si vous voulez. Mais ne la regardez pas en français, il y a toute l'ambiance qui se perd sinon. Donc je disais, Berlin meurt, du coup. Berlin meurt à la fin. Et j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, donc il se sacrifie dans le couloir, et enfin dans le dernier couloir qui mène au tunnel. Et donc il dit j'ai été un fils de pute toute ma vie, mais pour une fois, mais je vais mourir dignement. Voilà. Donc c'est ce qu'il dit à mémoire. Hein, je pense, de mémoire, je pense c'est ça. Donc c'est ce qu'il dit, et donc là il meurt, il se sacrifie pour son frère. Et du coup en fait, on apprend relativement, enfin on apprend qu'ils sont frères avec le professeur assez tôt, enfin pas forcément assez tôt, mais on comprend qu'ils ont une relation proche quand ils passent ce moment extrêmement iconique maintenant où ils sont face à face et qu'ils chantent Bella Ciao. Et en fait, moi, à ce moment-là, j'avais pas compris qu'ils étaient frères ou quoi que ce soit. J'avais compris qu'ils étaient proches, mais j'avais pas compris qu'ils étaient frères. Parce que j'en parlais justement avec mon père qui a regardé la série aussi. Et je lui disais que moi, j'avais compris qu'ils étaient frères que sur la fin, quand ils passent le coup de télé... Enfin, quand ils s'appellent avant de mourir, Berlin et le professeur. Où il l'appelle Hermanito, petit frère. Et ou petit frère mais de façon affectueuse aussi, ça peut être ça, ou petit frère. Moi j'avais compris qu'à ce moment là qu'ils étaient frères, et je sais pas s'il y a un autre moment dans la série où on comprend qu'ils sont frères ou pas, notamment je sais pas, enfin c'est des détails que j'ai pas regardé par la suite, mais je sais pas, quand on découvre l'identité de Berlin, j'ai pas fait gaffe au nom de famille, si c'est Mesquita ou pas, pareil que celui que lorsqu'on découvre celui du professeur. Mais je ne pense pas, parce que sinon la police aurait peut-être fait le lien. Mais oui, du coup je m'en suis rendu compte qu'à la fin qu'ils étaient frères. Enfin qu'ils le disent clairement. Parce que mon père me dit que c'est clairement évoqué avant dans la série. Et moi j'ai compris qu'à la fin qu'ils étaient frères. Du coup
ça a rendu l'émotion encore plus vive, encore plus forte, le fait que je découvre qu'il soit frère juste avant que Berlin meure pour sacrifier. Donc ouais, c'était une bonne fin pour Berlin. Alors il y en a qui disent qu'il est pas mort, qu'il va revenir dans une saison 3. D'ailleurs je vais parler de la saison 3 un peu plus tard. On va parler aussi un peu je vais parler finalement de la relation Denver-Moscou, qui est assez particulière, qui évolue et qui change un peu radicalement, qui change brusquement un peu dans les derniers épisodes, où Moscou dévoile qu'en fait il a abandonné la mère de Denver, enfin bref, tout ça alors que Denver pensait que c'était la mère qui les avait abandonnés, enfin bref, toute une histoire qui fait que Denver a pété un câble et a dit qu'il détestait son père et tout, avant qu'il se... Et juste après il s'est passé le truc qu'il s'est pris les 3 balles et qu'il meurt à petit feu. Et donc là, ouais, c'est vrai que là c'était vachement émouvant aussi, parce que Moscou, au fur et à mesure du temps qu'il approche de la mort, il commence un peu à perdre la boule. Il prend Tokyo pour sa femme, hein, quand Tokyo la surveille un peu, enfin le surveille, voilà, prend soin de Moscou. Il la prend pour sa femme, enfin bref. Il perd la boule, et puis à la fin, sur le pied de la mort, Denver pardonne son père, et enfin bref, voilà, c'était vachement émouvant aussi, parce que Moscou c'était un peu le papa, un peu le grand-père de l'équipe, un peu de cette équipe de braqueurs, et c'est lui qui est en charge du tunnel, de creuser le tunnel et tout, enfin de superviser en tout cas tout ça. Et ouais, du coup, c'est un peu bizarre, parce que c'est un peu comme si... oui, c'est un peu le papa, quoi. C'est un peu le papa du groupe, et du coup, c'est très émouvant, parce que c'est le papa, quoi, qui meurt. Et c'est comme si ton père, il meurt. Et c'était très, très émouvant, cette mort-là aussi. Celle de Oslo, ben, elle est un peu moins... Mais en fait, c'est lorsque les premiers otages s'échappent, il se prend un coup de batte ou de truc, de barre de fer dans la tête, derrière la tête. Et bon, après, à partir de là, il est végétatif, et son frère décide de l'étouffer, parce qu'il est végétatif, en gros. Il est là sans être là. Donc, ouais, celle-là, c'est la mort la moins touchante, on va dire. Même si, quand même, c'est son frère qui tue son frère. Enfin, c'est un frère qui tue son frère. Donc, ça reste la moins touchante, mais la première. Il n'y a que 3 morts dans les membres d'équipe, si je ne dis pas de bêtises. Et ouais. Donc là, c'est... Ouais, enfin bref, après il y a plein de relations comme ça. Denver et l'otage, la fille... enfin l'otage fille, au final ils partent ensemble parce qu'ils sont vraiment tombés amoureux. Il y a plusieurs relations comme ça qui se créent, notamment avec l'otage Arturo aussi, qui est un peu un otage... qui veut s'échapper, qui veut faire bouger un peu les choses, qui au début de la série n'a pas vraiment de cran, mais qui au fur et à mesure gagne du cran, gagne du galon un peu, et fait plus de choses, notamment lorsqu'il a la bombe et qu'il se dit c'est de la fausse bombe, ça va, c'est pas une fausse bombe, enfin bref, après il se fait recadrer par un autre personnage qui est un peu... un secondaire important quand même, c'est la fille de l'ambassadrice anglaise, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus, je m'en souviens plus exactement. Et donc ça, c'est un personnage important, parce que c'était l'otage un peu avec le plus de valeur, quoi. C'était un personnage un peu politique du coup, et qui avait une puissance politique et géopolitique, hein, du coup par conséquent. Et enfin, et tout ça a été calculé dans leur plan. Enfin bref, c'était très très bien ficelé par le professeur. Et donc c'est un personnage important aussi, qui s'assure et qui s'assume au fur et à mesure de la série, hein. Pareil, à la fin c'est Badass Girl, elle tue le passe en flingue et voilà, elle poute tout le monde. Non mais c'est pas en quelque sorte, hein, mais en gros elle s'affirme, voilà, je veux dire, elle s'affirme beaucoup plus. Après il y a d'autres personnages qui dans les otages, qui sont intéressants. Du coup la professeure de la fille de l'ambassadrice, qui est un peu intéressante, parce qu'elle essaye de changer calmement, mais bon, elle a pas le cran, quoi. Du coup,
mais finalement elle revient sur elle-même, quoi, sur ce qu'elle voulait faire. Et ouais, tout ça c'est des relations qui sont très intéressantes, bien ficelées, bien écrites, des épisodes de 40 minutes à 40 minutes. Je pense que c'est le meilleur format pour Netflix, c'est des épisodes de 40 minutes parce que c'est ni trop court ni trop long. Parfois, 1 heure, ça peut être un peu long, je vous le cache pas. Une demi-heure, 20 minutes, c'est un peu court. 40 minutes, c'est le juste milieu. Et c'était vraiment, cette durée est vraiment, je pense, la meilleure possible pour une série sur Netflix ou pour une série quelconque, c'est 40 minutes. Les épisodes sont vraiment bien dosés, bien coupés. Alors qu'à l'origine, je dis coupé, bien coupé, pourquoi ? À l'origine, en Espagne, cette série, chaque épisode durait 60 minutes, 1 heure. Elle a été redécoupée avec le réalisateur et avec Netflix afin de l'écourter un peu plus et de la dynamiser un peu plus. Et en 40 minutes, des épisodes de 40 minutes, ça se voit super bien. Et en fait, on se rend pas compte que ça a été découpé en fait. Qu'il y a 20 minutes qui ont été enlevées à chaque fois. Et ça c'est cool parce que si on se rend pas compte que c'est pas découpé, mais on peut pas le savoir du coup. On le sait pas. Et c'est en lisant plus tard, après en préparant un peu cette vidéo, que j'ai vu qu'en fait à la base c'était des épisodes de 60 minutes, mais qui ont été redécoupés pour Netflix. Et donc c'est un bon format, ouais. Maintenant on va parler un peu de la saison 3. Qui a été annoncé par Netflix. Donc cette fois-ci c'est entièrement Netflix qui va la produire et il n'y aura plus Antena 13, la chaîne espagnole, entièrement Netflix. Et ça sera le même réalisateur qui va réaliser et écrire la suite. Il a déjà écrit la suite en l'occurrence. Alors, de ce qu'il a dit, il a dit que il a dû trouver un ressort beaucoup plus symbolique, beaucoup plus émotionnel pour le braquage de la saison 3. Parce que si on reste cohérent, pertinent, logique, ils sont pleins aux as, tous. Ils n'ont plus aucun intérêt à refaire un braquage vu qu'ils sont tous ultra riches dans leurs îles. Comme ça. Je reviendrai d'ailleurs après sur un personnage ultra important que j'ai oublié. Sur les îles comme ça. Et le ressort psychologique, justement, il a dû trouver ça. Et après... c'est juste des théories, des suppositions. Mais en tout cas, il a écrit, c'est lui qui va réaliser des épisodes de 40 minutes. Donc ça ne peut être que bien. Après, il faut voir quel ressort il va utiliser. Et moi, j'ai ma petite théorie là-dessus. Une théorie particulière, certes, mais j'ai ma théorie. Donc ils s'étaient tous donné des noms de villes. Berlin, Tokyo, Denver, Moscou, tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, tiens, symbolique, tout ça, émotionnel. Peut-être pour rendre hommage à Berlin ou quelque chose comme ça. Il pourrait faire un braquage à Berlin. Pour rendre hommage à Moscou, il pourrait faire un braquage à Moscou. Et pour rendre hommage à Oslo, il pourrait faire un braquage à Oslo. J'ai pensé ça. Et je sais pas. Parce que... en gros, un braquage, une saison. Mais au fur et à mesure, il y a des gens qui pourraient mourir aussi. Du coup, ça se terminerait un peu jamais. Du coup, je me suis dit peut-être que Berlin. Pourquoi? Parce que Berlin et le professeur, ils avaient un lien fort. Ça rime, ça rime, ça rime, ça rime. Et le réalisateur de la série a dit que la saison 3 allait beaucoup plus approfondir les liens entre El Professeur et Berlin. Donc ma théorie, c'est qu'ils vont faire un braquage à Berlin. Voilà. C'est ici que vous l'aurez entendu en premier. Je sais pas si ça va être ça. Ça serait beau pour le symbole, justement. Parce qu'ils cherchent plus à gagner de l'argent. Ils cherchent juste du symbolique. Donc ça serait beau pour ça. Donc ça, c'était... je reviens en arrière pour parler des personnages. J'ai oublié l'inspectrice Raquel. Là, je l'ai bien dit. Raquel. Et je reviens donc à elle, à ce personnage qui est assez important. Donc c'est la négociatrice qui négocie avec le professeur lors de la série pour tout ce qui est otage et tout ça. Et en fait, c'est vraiment drôle cette relation parce que
Donc ils se connaissent comme ça, genre Raquel, professeur. Mais sans que Raquel ne sait pas qui est le professeur. Par contre, le professeur sait qui est Raquel. Et il se trouve qu'ils se retrouvent en IRL dès le début de la série. Et sans faire exprès, enfin, ils commencent à lier une relation amicale, puis charnelle, puis amoureuse. Et toute cette relation, en fait, genre vous avez vous avez Raquel là par exemple, dans chaque point. Et là c'est le professeur, vous avez 2 lignes. Et à chaque fois le professeur et comment il s'appelle le personnage déjà, Salva. À chaque fois, ça se rapproche à chaque fois de plus en plus jusqu'à que l'inspectrice capte qu'en fait ces 2 personnes sont la même personne et qu'elle parle depuis le début et qu'elle est tombée amoureuse du preneur d'otages et celui qui a tout planifié. Et donc ouais, sur la fin, c'est sur les derniers épisodes, ce personnage est totalement perdu. Parce que elle sait que elle a devant lui le plus grand malfaiteur d'Espagne avec ce braquage à la maison de la monnaie. Mais en même temps, au fond d'elle, elle est tombée amoureuse de ce braqueur. Malgré elle, parce que c'est... Comme elle le dit, elle ne s'ouvre jamais à personne et c'est la seule personne avec qui elle s'est ouverte, dans tous les sens du terme. Et... au final, elle se rend compte qu'elle s'est fait un peu couillonner, quoi. Et du coup, voilà. Du coup, le professeur, voilà, se retrouve aussi dans une relation bizarre parce que ils peuvent pas la tuer pour. Enfin, il veut pas de meurtre, il veut pas tuer des gens, mais c'est une inspectrice de police, donc voilà. Et c'est très, enfin bref, et à la fin. Sa relation qu'elle a eue avec du coup le professeur se retourne contre elle parce que du coup quand elle retourne, je vais zapper un peu toutes les péripéties, Toledo, tout ça, la maison, voilà. Quand elle revient donc à Madrid dans les derniers épisodes, mais ils savent qui est le professeur et en fait ils se rendent compte que c'est le mec de l'inspectrice. Et ils disent, toi t'es complice. Et l'inspectrice se retrouve, non, non, non. Mais elle n'a pas le choix, elle doit se faire bombe et elle se fait retirer de l'enquête. Et donc là après elle va faire son enquête toute seule, enfin bref. Et au final elle va aider le professeur au final. Voilà. Et donc cette série, c'est plein de péripéties, plein de... pour arriver à ce moment précis où il s'évade avec l'argent. Et donc le dernier épisode, j'ai bien aimé la structure un peu. Donc les 30 premières minutes, 35, où on voit donc tous les policiers et l'équipe de braqueurs sortir de leur trou, préparer comment pour sortir et tout. Et il y a une scène que j'ai beaucoup aimée. C'est la scène où du coup l'inspectrice a donné l'adresse en espérant qu'il se soit barré avant. L'adresse du hangar parce qu'elle seule connaissait l'adresse du hangar avec un de ses partenaires aussi dont je ne voulais pas parler mais qui est très intéressant. Elle seule connaît l'adresse. Elle donne l'adresse en espérant qu'il soit parti, Inch'Allah. Et il y a cette scène où on voit toute la police. Je regarde le retour que je vous fasse pas. Et toute la police qui descend la rue avec des camions et tout. Et le petit camion de bière qui part. Et en fait, on n'y fait pas trop attention. Mais quand on avait bien regardé, quand ils préparaient leur sortie à l'intérieur, ils préparaient leur sortie dans des bidons de bière en mettant l'argent dans les bidons de bière et tout ça. Du coup, pour ceux qui étaient observateurs, ils captaient que ce camion qui partait juste à côté en mode OKLM, c'était le camion où il y avait tout l'argent. Du coup, les policiers arrivent et il n'y a plus personne. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a une espèce de flashback qui dit 15 minutes avant l'arrivée des policiers, boum, t'as ce personnage qui se barre. 10 minutes avant, avant l'arrivée des policiers, boum, t'as ces deux personnages qui se barrent. 5 minutes avant l'arrivée des policiers, boum, t'as ces deux personnages qui se barrent.
une minute avant l'arrivée des policiers, t'as le camion rempli d'argent qui se barre. Le plan parfait qui s'est déroulé. Il y a eu des morts. Mais au final, ils s'en sont sortis avec l'argent. Et à la fin, ils se retrouvent sur des îles et tout ça. L'inspecteur retrouve Raquel sur une île. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. C'était ma vidéo sur la Casa de Papel. J'espère qu'elle vous a plu. En attendant, je vous dis salut, à plus. On se retrouve d'ici les prochaines vidéos. Salut!